c'est extraordinaire. Regardez ça. Nous sommes au Maroc. Et ici, il y a une chose dont on a tous rêvé un jour. Rien que le mot, ça sonne comme une invitation au voyage. C'est l'oasis. Et elle est là, devant nos yeux. Ce soir, je vous emmène sur la route des oasis. Mon voyage me conduira à la rencontre de ceux qui apportent de la couleur à ce pays. On irrigue, on irrigue, on irrigue. C'est la danse de l'eau. Oui. De l'eau pour cultiver des fruits, des légumes, des céréales. Et pour les conserver, ces greniers fortifiés magnifiques qui jalonnent les montagnes de l'Atlas. Un patrimoine unique que Salima cherche à tout prix à préserver. Nous découvrirons comment cet architecte redonne vie à ces lieux d'exception. Tant que je pourrai sauver des sites, je les sauverai du plus fort que je peux. Et puis tant qu'on pourra sauver au-delà des sites, des familles et la survie d'un groupe, j'œuvrerai de toutes mes forces. Dans les dunes du Sahara, c'est aussi la volonté et la détermination qui animent ces deux frères. Leur mission, faire reculer le désert. Le désert gagne du terrain. Tout ce que vous voyez ici maintenant, avant, c'est cultivé par les gens. Si on veut attaquer la désertification, je pense que le front, il faut le faire ici. Je partirai ensuite cueillir la fleur du désert, le safran, l'épice la plus chère au monde. Elle fait le bonheur de Ahmed et toute sa famille. Je l'enferme dans le coffre et je garde toujours la clé sur moi. Je dors à côté du coffre parce que le safran est trop précieux. Comme ça, vous êtes tranquille. Pour Asna, le désert est un coffre-fort qui recèle d'autres trésors. Ceux-là tombent du ciel. C'est difficile à imaginer, mais c'est un petit bout de la lune que j'ai dans les mains. En continuant ma route et en scrutant le ciel de Taroudan, je découvrirai la passion de jeunes Marocains pour des courses où s'affrontent de drôles d'athlètes. Oh, c'est magique. Et le point d'orgue de mon voyage, ce sera la découverte insolite de la reine des oasis, Marrakech. La ville met tous les sens en éveil. Elle cache une multitude de petits paradis préservés, très colorés. Ici, l'arbre roi, c'est le palmier, et il sait comment s'imposer dans la ville. Il a les palmiers dans sa boutique, quoi. Pour Aziz, c'est un arbre sacré. Il est tailleur de palmiers, ou plutôt coiffeur. Comme c'est un mâle, je l'ai rasé de près. Celui-là, il est énorme. Mais pour l'heure, je dois rejoindre la première oasis de mon voyage. 2 heures de piste m'attendent, et ça secoue un peu. Alors quand on est comme ça au milieu du désert, il y a une chose que l'on cherche presque instinctivement, c'est une couleur, c'est le vert. Parce que c'est la promesse de l'eau et donc de la vie. Et là justement, on va en direction d'Aguinan. On a l'impression là que le paysage s'ouvre rien que pour nous. Pour rallier Aguinan, il faut traverser ce territoire sans route et sans panneaux. L'oasis n'est signalée sur aucune carte. Mais quand on ose l'approcher, s'y aventurer, on est vite récompensé. Alors, je suis toujours très admirative face à cette capacité de l'homme à organiser de la vie là où, a priori, il n'y a rien. Regardez là, ce décor. C'est un univers de pierre, de sable, de poussière. Et pourtant, tout est organisé par l'homme. Alors, vous avez
le village, qui lui est accroché à la falaise pour ne pas occuper la vallée et la plaine, qui est totalement dédiée à l'agriculture. Une oasis, c'est un univers qu'on imagine, qu'on conçoit. Et justement, il y a 2 hommes qui sont un peu les chefs d'orchestre de ce petit monde. Et ils sont là-haut, et je vais aller les rejoindre. Alors c'est ici que se cache le secret de tout ça. Voilà le trésor, l'eau. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien? Alors moi, rien que le bruit là, de l'eau, avec cette chaleur, ça rafraîchit d'un coup tout de suite. C'est de l'eau de source, elle vient de la montagne. Elle est acheminée par des canaux jusqu'à ce bassin. Avec Ahmed, nous sommes les maîtres de l'eau dans cette zone. Bonjour, comment ça va? Donc c'est grâce à vous deux si toute cette vallée est verdoyante comme ça. Oui, c'est nous qui distribuons l'eau aux paysans avec Abdallah. On irrigue toutes ces parcelles. Là? Oui, tout ce qu'on voit devant nous là. Toute la vallée avec ce bateau. Toute la vallée, oui. Et on commence tôt le matin. Et on irrigue, on irrigue, on irrigue. Et tout va pour le mieux. C'est la danse de l'eau. Oui. Ce matin, c'est Mohamed qui vient faire appel au service des maîtres de l'eau. Il est agriculteur. C'est votre tour de l'eau aujourd'hui. Le champ là-bas est vraiment sec. Il a besoin d'eau. Vous me montrez comment ça marche? Ça, c'est la limite supérieure du bassin. Tu veux l'équivalent d'une famille? Oui, une famille me suffit. Mais alors qu'est-ce que vous mesurez? Qu'est-ce que vous faites là? Mohamed a besoin de la quantité d'eau équivalente à une famille pour irriguer ses champs. Oui, on va lâcher l'eau et je vais la guider jusqu'à mon champ. Quand on arrive à l'équivalent d'une famille sur la branche, on coupe l'eau. Ça vous suffit comment? Oui, c'est bon. D'accord. Et donc c'est une feuille de palmier qui sert de mètre étalon. C'est ça, c'est notre unité de mesure. Ça y est, ça va partir l'eau. Hein? Ça y est. Ça sort bien, hein? Ça y est, là c'est parti pour une petite demi-heure d'irrigation des champs. Les paysans n'ont droit qu'à une certaine quantité d'eau par semaine. Même si elle est gratuite, pour eux, c'est un trésor. On va essayer de suivre le chemin de l'eau, mais je crois que c'est plus difficile de suivre le maître de l'eau que le chemin. Ahmed est chargé de vérifier qu'elle soit acheminée jusqu'au bout, et ça se joue à la goutte près. Il y a une fuite. Faut que j'intervienne là. Toute l'eau doit arriver jusqu'au champ. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Le propriétaire du champ qu'on irrigue doit recevoir toute l'eau qui sort du bassin. Il ne faut pas qu'il y ait de perte. Parce que sinon toute cette eau elle va se perdre. Oui. Ah bah oui. Et comment vous faites alors? Tu vois tous ces cailloux devant toi? Eh bien, ce sont nos robinets pour maîtriser l'eau. Sans ces robinets, on ne pourrait rien faire. On ne contrôlerait rien. Ah ah, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Oui, moi je connaissais pas du tout les cailloux au robinet, j'avais jamais vu ça. Yalla, yalla. Yalla. Voilà, c'est reparti, la course. Ah oui, direct dans les champs. Ouh! Ah, ça rafraîchit ça d'un coup. Tiens. Prends ça. Tu vas m'aider. Qu'est-ce que je dois faire là avec la pioche? Ah oui, il est lourd là. Donc vous êtes musclés, vous, hein? Ce caillou va empêcher que l'eau emporte la terre. Tu vois la différence sans le caillou? D'accord.
Dis donc, mais c'est quand même un sacré savoir-faire. Comment est-ce que vous avez appris tout ça, vous? Ah, tout ça, c'est la sagesse des anciens. C'est mon père qui me l'a appris. La sagesse. Tous les champs sont irrigués. Il faut aller fermer l'eau. Baraka, c'est bon. La maîtrise de l'eau a permis aux habitants d'Aguinan de vivre de leurs terres. D'une terrasse à l'autre, plusieurs cultures cohabitent. Et pour maintenir cet équilibre, l'homme a mis toute sa science. Pour permettre à cette oasis d'exister, on a imaginé un système très simple, mais très malin. C'est qu'on a d'abord des immenses palmiers qui vont faire de l'ombre aux arbres fruitiers, comme là au figuier, là-bas l'abricotier. Donc ça crée une sorte de petit microclimat, ça protège du vent, du soleil. Et puis les arbres fruitiers eux-mêmes vont faire de l'ombre et vont protéger les cultures plus basses, comme ici avec les carottes, les navets, ça peut être des tomates, du blé, toutes les cultures qui sont vraiment au sol. Et c'est ce qui permet à cette vallée d'être complètement verdoyante, voire même luxuriante. J'entame ma descente vers Aguinan en passant par les gorges. Les cultures irriguées ont permis le maintien d'une trentaine de familles dans le village. Il est bientôt 16 heures, il fait environ 30 degrés, mais au sommet des palmiers, l'activité bat son plein. Oh là là, le jeu d'équilibriste. Alors ça c'est fort parce que le monsieur qui est là-haut, il est en train de récolter des dattes et en même temps il coupe des feuilles de palmier qui tombent juste au niveau des moutons, des bêtes. Donc si vous voulez nourrir vos bêtes, eh ben, vous plantez un palmier, vous les mettez juste en dessous et puis vous coupez les feuilles et ça va direct du producteur au consommateur. Elles attendent leur repas. Salam. Ça va. Ça va. Dis donc, il y a l'air d'avoir du monde là-haut. Le monsieur prend un grand risque. Il pourrait mourir. À sa place, je le ferai pas. Parce que le palmier, il doit être très haut, non? Il fait combien de mètres? 18 ou 20 mètres. Vous savez, certains peuvent atteindre 36 mètres. Mais c'est vraiment un honneur de s'occuper des palmiers ici. C'est pour ça qu'ils le font. Pourquoi l'honneur? Parce que quand on vit dans une oasis, il faut que les dattiers soient récoltés systématiquement. La valeur de la récolte est insignifiante. Mais vu que c'est un héritage qui se transmet de génération en génération, il ne faut pas l'abandonner. Pour mieux comprendre pourquoi ces oasis sont si précieuses, j'ai voulu goûter à la vie dans le désert. Le Maroc est l'endroit idéal pour ce genre d'aventure. Les 2/3 du pays sont faits de montagnes arides et de sable. Nous sommes aux portes du Sahara. Regardez, c'est totalement lunaire. On a l'impression qu'à 360 degrés, il n'y a rien, personne, pas de vie. Mais écoutez. C'est un énorme troupeau de moutons. Alors le tout, c'est de trouver le berger parce qu'ils ont l'air de se camoufler. C'est Mohamed qui va me donner les clés de ce territoire. Il est nomade et il a choisi de vivre seul sur les contreforts de l'Anti-Atlas. Le premier village est à 5 heures de marche. Salam. Salam. Bonjour.
Salah. Je vais vite découvrir que la vie de Mohamed est une perpétuelle course contre la montre. Il n'y a plus rien à manger ici. Il faut conduire le troupeau dans un autre endroit. Vas-y, marche un peu plus vite. Vite, vite. Je ne savais pas que je m'apprêtais à faire un sprint pour vous suivre. Quand l'herbe est abondante, on fait 20 à 25 km par jour. Mais en ce moment, les bêtes sont plus faibles. On fait au maximum 6 à 7 km. Mais en fait, vous dormez comme ça, au milieu de nulle part, la nuit? En été, je peux passer 3-4 nuits par ici. Et en hiver, comme en ce moment, je viens moins souvent, car il fait froid. Et en été, je ne reste jamais au même endroit. Et vous avez choisi d'être nomade? Oui, c'est mon choix d'être nomade. Quand j'étais petit, j'adorais suivre le troupeau. J'ai appris le métier avec mon père. Il voulait que je fasse des études. Mais ici, c'est mon paradis, surtout quand il y a à manger pour les bêtes. Pour Mohamed, jamais de répit. Quand on vit dans le désert, la règle numéro 1, c'est d'anticiper. Pourquoi vous ramassez ça? C'est pour faire cuire le repas de ce midi. Mais il nous faut plus de bois que ça. D'accord. C'est incroyable parce que on pourrait croire qu'il n'y a vraiment rien. Mais lui, il a un regard qui n'est pas évidemment le même. Il ne décode pas du tout de la même façon. Et même ces petites brindilles de thym deviennent très précieuses. Voilà. Ah, voilà. Eh bien, c'est la femme qui porte. Ça me paraît équitable, ça me paraît bien. Comme ça va? Comme ça? Oui. Ok. Aïe. J'en ai qui tombent, là. J'en perds un peu en route. Attention à ne pas perdre le bois, hein. Sinon tes vêtements vont servir à faire le feu. Mais oui, mais ça pique. Attends, c'est mon premier jour en tant que bergère. Faut le suivre, hein. Avec la cargaison en plus. Si Mohamed accélère le pas, c'est qu'il y a une urgence. La chaleur commence à se faire sentir. Il faut rallier le point d'eau le plus proche pour abreuver le troupeau. Ils sont motivés, hein. Mais d'où est-ce qu'elle vient, toute cette eau, Mohamed? Elle vient d'une rivière souterraine. Quand il pleut, le puits se remplit. Et vous connaissez tous les puits de la région? Oui, je connais tous les puits. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont au sud. Je dois toujours savoir où je peux faire boire mon troupeau. Pour vivre ici, Mohamed doit composer avec les éléments. Après l'eau, le feu. Chez les nomades, l'allumer, c'est un peu comme rentrer chez soi. Vous recréez vraiment une petite cuisine, une petite maison. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la viande de lièvre. C'est ce que je vais cuisiner pour le repas. C'est vous qui l'avez chassé? Oui, c'est moi. Vous avez toujours un œil sur le troupeau, hein? Ouais, je garde un œil pour savoir si le troupeau est dans la bonne direction. Sinon, il faut aller les chercher. Et ça fait longtemps que vous l'avez chassé, le lièvre, ou? On est samedi, je l'ai capturé jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, 3 jours dans le sac. Dans le sac, dans la besace. Oui. Bien faisandé, alors. Avec le temps qu'il fait, c'est comme s'il était dans un frigo. Il est bien conservé. Toi, ton estomac est fragile. Il est habitué aux biscuits.
au yaourt, tout ça. C'est un peu ça. Vous avez raison, on est des petites natures. Bah, comme c'est la première fois, faut pas trop en manger. Le médecin est à 50 km. Si t'arrive quelque chose, j'ai pas d'ambulance pour te transporter. Vas-y, verse encore de l'eau. Ouais, encore. Safi, Baraka. la cuisine, la salle de bain et la salle à manger. Allez, on passe à table. Allez, baraka. Comment on dit ça en berbère? Pain. Arom. Agrom. Moi, si ça vous embête pas, moi je vais manger les petits oignons et le pain. Hein? Vous le prenez pas mal. Non, comme ça je vais manger toute la viande et je vais pouvoir courir après mes bêtes. Les journées sont courtes en cette saison. Il faut regrouper les bêtes avant la tombée de la nuit et les rentrer à la bergerie à 1 heure de marche. Et pour ça, Mohamed a une technique infaillible. Vous leur jetez des cailloux? Selon où on va, on est obligé d'intervenir comme ça pour les guider. Parfois, tu peux juste marcher derrière, jusqu'à l'arrivée. Ça, c'est radical comme méthode pour les orienter. Le troupeau connaît pas encore bien les lieux. Ça fait que 2 mois qu'il est par ici. En fait, je connaissais pas la technique du caillou, mais... Du coup, vous n'êtes pas obligé d'être juste à côté du troupeau. Non, je peux rester à 200 mètres et les guider avec les cailloux. Plus loin, c'est impossible. Je suis pas encore au point avec le lancer de cailloux. Il te faut de l'entraînement. Il faut que j'apprenne encore. Comme ça. 1, 2. 3. Ah, un petit peu mieux quand même. Un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Comme ça. On se met à danser. Ça fait du bien un petit feu. Il faisait froid cette nuit. Oui, il a fait froid. Mais avec le feu et un bon thé, on va se réchauffer. Vous aimez bien le sucre. Mais vous avez une famille, vous avez une femme, des enfants ou... Je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. Walou. C'est une vie de solitaire. Tu parles à personne, tu vois personne. C'est dur. Et qu'est-ce qui vous donne la force de tenir? J'ai la paix de l'âme. J'ai aucun souci et personne ne me donne d'ordre. Le troupeau m'appartient et je suis libre. Pour Mohamed, hors de question que je quitte la bergerie sans saluer le troupeau. Vous nous avez bien réveillés cette nuit, hein? Qu'est-ce que vous faites? Un petit bisou du matin? Oh, ça c'est mignon. Vous leur dites bonjour comme ça tout en douceur, avec des petits bisous. Oui, c'est le petit rituel du matin. Et je contrôle si tout va bien. Je viens de passer 24 heures avec Mohamed et je repars avec une certitude. On peut vivre dans ce désert, encore faut-il savoir le décoder. Slama, merci. Merci, shukran.
Un peu plus au sud, à Goulmine, l'homme a su défier ce territoire extrême en réalisant des prouesses, comme l'Agadir d'Amtoudi, un héritage du 7e siècle. Un Agadir, c'est un grenier collectif. Celui d'Amtoudi est posé tel un vaisseau de pierre en plein désert. Il doit sa survie à une femme, Salima Nadji. Architecte nomade, gardienne du patrimoine. Depuis 20 ans, elle sillonne le sud marocain. Sa croisade, sauvegarder et rénover les greniers fortifiés. Plusieurs fois dans l'année, elle se rend au chevet de ces magnifiques citadelles. Je crois que tout le monde est touché par ce site, parce que d'abord, il a une implantation très spécifique, puis ensuite, il y a une très belle harmonie, et enfin, c'est une leçon d'architecture. Salam alaikum. كي داير لاباس كلشي مزيان هادشي شادات واش هادشي باقي صحيح اجي نقولوا نشوفوا السطح نشوفوا هادشي كله. Aujourd'hui, Salima débute une tournée d'inspection. Elle traque la moindre fissure, la moindre craquelure. Il faut poncer, enduire, surveiller chaque ruelle du grenier, chaque paroi. بحال هادي ما عجبتنيش ديجا شققت تعاودوا كلشي بان ليك هادشي ما غاديش. علاش ما خليناهاش تخمر قبل؟ On a contrôlé cette étanchéité qui a un peu moins d'un an et on s'assure qu'avant toutes les pluies, il n'y ait pas de dégâts. Donc ils rattrapent, ils refont. Voilà. Parce que si l'eau s'infiltre, bon là on a des dégâts considérables. On a une pierre là qui est tombée. غادي نطلب منكم باش تصوبوا هذيك البلاصه حيت اللي تحت هذيك هنا تقولي لي كاينه ما بغيتش انا خطر جدا. On doit veiller à ce que des petites réparations de ce type soient faites dans les temps. C'est jamais coûteux, c'est jamais des grandes opérations, sauf quand ça tombe vraiment. Et donc moi j'essaie d'éviter que ça tombe vraiment. Pierre après pierre, à force de caractère, Salima a déjà sauvé une dizaine de greniers. Pour mettre ses chefs-d'œuvre berbères à l'abri des caprices du temps, l'architecte nomade parcourt chaque année des dizaines de milliers de kilomètres. Diplômée en architecture et en anthropologie, Salima s'est toujours passionnée pour la richesse des tribus et des déserts du sud marocain. Je crois que c'est une région où on est saisi immédiatement par la beauté et la force de ces paysages, où on est, on ne peut pas se cacher, dans une aridité totale. Et tout à coup, on a des petites entités villageoises, où il y a en général un grenier, la verdure, la vie. La Seine habite le petit village d'Aïkin. Plusieurs fois par an, il cueille des olives, l'une des pépites de la région de Souss-Massa. Une fois la récolte achevée, pour les consommer tout au long de l'année, la Seine les stocke dans le grenier.
ce vaste édifice fortifié qui trône au centre du village. Dans le grenier, on met tout ce qu'on veut protéger. Des olives, bien sûr, mais aussi tout un tas de choses importantes qui ont de la valeur. Quand on les dépose ici, on sait qu'elles sont en lieu sûr. Il y a des gens qui cachent même leur argent dans des sacs d'orge. Il paraît même qu'au village, un vieux monsieur de 114 ans a mis à l'abri toute sa fortune ici. Le grenier était sur le point de s'effondrer, avant que Salima ne vole à son secours. Avec l'aide des villageois d'Aitkin, elle l'a rénové à l'identique. De la pierre, de la terre et du bois. Des matériaux traditionnels qui permettent aux denrées d'être parfaitement conservées. Depuis le XVIIIe siècle, chaque famille du village possède sa case et la transmet de génération en génération. Je garde tout ce que je veux dans ce grenier. On a l'habitude d'y stocker des grains, des amandes, des carottes. Et c'est un endroit très sécurisé. On peut y laisser aussi nos affaires, ça ne craint rien. Ce grenier allait presque s'effondrer. Presque plus personne ne s'y rendait. Il avait besoin d'être rénové. Heureusement que Madame Salima l'a réhabilité. Pour ça, nous sommes vraiment reconnaissants. La volonté de restaurer le grenier, il est venu pour le grenier parce qu'il était en activité. Parce que si un grenier encore en activité tombe, c'est quasiment assuré que sa mort est quasi assurée. Donc il faut éviter qu'un lieu ruiné soit complètement ruiné. La plus grande satisfaction que j'ai, c'est qu'on a sauvé certes le lieu, mais on a surtout sauvé des pratiques. On a surtout sauvé une façon de vivre, on a surtout sauvé plus qu'une tradition. La renaissance du grenier d'Aitkin a fait écho dans les oasis du Sud. De tous les combats, Salima a donc répondu à la demande des chefs du village de Tiskmoudine il y a 3 ans déjà. Tiskmoudine, son vieux ksar fortifié et son grenier monumental. Abandonné il y a une centaine d'années, le hameau ressemble désormais à une cité perdue. Les autorités locales rêvent d'en faire un magnifique site touristique qui redonnerait vie à toute l'oasis. La tâche est immense, le défi hors norme, taillé sur mesure pour Salima. Ce grenier du XVIIIe siècle exceptionnel, mais particulièrement endommagé, occupe aujourd'hui la majorité de son temps. On va s'occuper de tout ça. Donc on va recoudre en quelque sorte, on va recoudre toute cette architecture, on va la refaire, on va défaire ce qui tient plus, ce qu'on appelle mort ici, et puis on va remonter l'ensemble en s'assurant par les bois que la structure elle soit vraiment solide. Alors, الأمانة ديالكم على التحت ما تنسيوهاش. دابا عندنا شي حاجة كنشوفوا هذوك يحونه كانوا الاولين ياك كاين الاول الثاني الثالث دابا اللي ما فهمش شتي هذوك شوف محفورين. Ce grenier est exceptionnel. Ce grenier est exceptionnel parce que malgré les ruines, il est encore complètement lisible. On peut vraiment restituer beaucoup de choses. Ce grenier est extraordinaire parce qu'il a toute une enveloppe monolithe avec d'énormes pierres qui ont été charriées on ne sait comment et qui entourent le grenier pour mieux le fortifier. Ce grenier est extraordinaire parce qu'il y a des techniques constructives qui appartiennent à cette région
et qui sont différentes de techniques qui sont à 50 km d'ici. هذا حيت هذا واش غادي يطلع كلشي كومبلي كلشي هكا حتى الفوق. لا متر و20. شتي دابا انا كنبون غادي يجي هنا وغادي يجي هنا. هادشي علاش قلت لك تفزه خاص تجيبوا لينا شي فاياج كنظن. Tous les matériaux de ce lieu proviennent d'ici. Que ce soit la pierre, que ce soit le mortier de poudre de pierre, que ce soit les palmiers qui vont servir à la couverture, que ce soit les palmiers du chaînage qu'on met à l'intérieur. Tout est autour de nous, c'est pour ça qu'on dit, on appelle ça l'architecture de collecte, c'est-à-dire on prend que l'architecture qu'on a sur place autour de nous. Dans la chaleur et dans la poussière, Salima et ses ouvriers vont ainsi passer des heures à remonter le mur d'enceinte du grenier. Un travail de fourmi, éprouvant mais nécessaire pour redonner vie à ce magnifique colosse de roche. Sur un chantier, rien ne résiste à Salima. Des scorpions qui nichent à l'intérieur. Surtout pas les palmiers malades, utiles à la fabrication des poutres et du plancher du grenier. إذا هاد الجريد نيت غادي ناخدو لا هاد الجريد هنيت اللي غادي ناخدو توجدوها Moi, j'adore les vieux monuments. J'aime les techniques de travail à l'ancienne. J'aime la pierre, la terre. Je déteste le ciment ou le béton qu'on utilise partout ailleurs. Je suis impressionné par nos ancêtres qui ont bâti ce grenier. Cette merveille est comme le témoin de notre passé. Ceux qui l'ont abandonné n'avaient vraiment pas de cœur. Tous les villageois auraient dû se battre pour le conserver, en continuant à y mettre leur grain. Le voir renaître chaque jour sous mes yeux, pour moi, c'est un miracle. Des miracles, il en faudra pour achever un jour la restauration du géant de Tiskmoudine. Et Salima le sait bien. Tant que je pourrai sauver des sites, je les sauverai du plus fort que je peux. Et puis tant qu'on pourra sauver au-delà des sites, des familles et la survie d'un groupe, j'œuvrerai de toutes mes forces. Je reprends ma route des oasis direction Taroudan, au croisement du désert, de la vallée du Souss et des montagnes du Haut-Atlas. Taroudan, c'est une plongée dans l'histoire, dans l'univers mythique des caravaniers, une étape essentielle entre le désert et la mer. Toutes les grandes dynasties du Maroc ont régné sur cette ville fortifiée. Ces remparts, c'est vraiment la carte de visite de la ville. C'est ce qu'on aperçoit en premier quand on arrive du désert. C'est cette terre un peu rose, un peu jaune, un peu ocre qui change de couleur au fil des heures et qui enserre et protège la Médina depuis près de 1000 ans. Alors, c'est aussi l'un des principaux axes de circulation de la ville, donc c'est un petit peu chaotique. Mais il y a un petit secret quand on a envie de fuir le Capharnaüm. Vous allez voir. C'est par là.
voilà, une fois qu'on a passé l'une des portes monumentales, c'est plus du tout la même ambiance. C'est très calme. Mais ici, à Taroudan, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est d'approcher la ville tout en douceur, en faisant le tour des remparts à vélo, avant d'aller s'enfoncer et se perdre dans les ruelles de la Médina. La Médina, c'est le cœur historique des villes marocaines. Là où se concentrent les principales activités. On dit de Taroudan que c'est la petite Marrakech. Moi, je trouve que cette ville n'a pas grand-chose à envier à sa grande sœur, au contraire. C'est le genre d'endroit où l'on aime poser ses valises quand on est en voyage, pour se reposer. C'est un petit refuge idéal. D'abord parce qu'on est en plein cœur du pays berbère, donc les gens sont très accueillants. Et puis parce qu'il y a... Bonjour, ben voilà. Et puis parce qu'il y a comme une douceur dans l'air. C'est une ville qui est à la fois très douce et très vivante. Excusez-moi, monsieur Salam, pour le souk berbère. Non? Non. Bon, ben j'aurais tenté, merci. Le souk, c'est le marché couvert, le cœur de la ville. Celui de Taroudan est l'un des plus anciens de tout le pays. Le souk, ça doit être par là. Ouais, le grand souk. Allez. Bonjour. Bonjour, ça va? Au fil des siècles, la ville a conservé son statut de carrefour commercial dans la région. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Mohamed, une figure du souk. Ça fait partie de l'aventure, c'est se perdre dans ces allées. On remonte facilement le temps, je trouve. On imagine assez bien les caravaniers qui arrivaient dans cette ville pour se ravitailler après avoir traversé le désert. Alors, on trouve de tout. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la bijouterie. Bonjour. C'est pas mal fait, mais ça se réveille. Commence à ouvrir leur boutique. Voilà. Ça sent très très bon, hein? Oui. C'est bien parfumé. Mohamed, c'est lui, en pleine transaction. Salam, bonjour. Qu'est-ce que vous achetez? Il y a pour manger. Ça, c'est pour manger. Oui. C'est des épices. C'est pour manger. D'accord. Tagine. Ah, pour les tagines. Oui. Et c'est quoi? C'est exactement concombre. Curcuma? Concombre, c'est pour le tagine, pour le visage, pour la peau. On met dans la cuisine et sur la peau aussi? Oui, oui. Brillant pour les dents. Ah, comme un dentifrice. Comme un dentifrice. Ça fait pas les dents jaunes? C'est magnifique. Ah bon? C'est bon, c'est magnifique. Ah aussi, de l'argent aussi dans la cuillère. Tout dans la cuillère. Tout dans le cuillère, oui. C'est pas mal, ça, c'est l'extension du bras. Comme ça. D'accord. Inch'Allah. Alors pourquoi c'est si spécial les plantes ici à Taroudan? Ici, on se trouve aux portes du désert. Le climat est sec et idéal pour la qualité des plantes et des épices. C'est pour ça qu'elles se conservent toute l'année sans perdre ni leur goût ni leur odeur. Merci, shukran. Les plantes font vivre Mohamed, mais sa passion est ailleurs. Il vibre pour un sport très populaire à Taroudan, le deuxième à l'échelle du Maroc. Pour en savoir plus, il m'emmène à l'autre bout de la ville. Alors c'est marrant, ils font quoi tous ces gens qui sont là? Ils sont là juste pour l'ombre ou... Cette place est incontournable. Tous les gens que vous voyez à vélo sont des artisans. Par exemple, des maçons, des plombiers ou des électriciens. Quand on a besoin d'un artisan, c'est ici qu'on vient le chercher. C'est extraordinaire ça. Enfin, tout le monde a l'air d'écouter très sagement. Hein. Tout le monde est
Oui, c'est un guérisseur. Il est éloquent. Il a de l'expérience. C'est un habitué de la place. En fait, c'est un concurrent pour toi. Non, au contraire. C'est un de mes clients. Je le vois souvent. Il vient se ravitailler chez moi. En tout cas, je trouve cette place étonnante. Hein. Si tu as une fuite d'eau, tu viens ici chercher ton plombier. Si c'est une maladie, tu as le médecin. Oui, en effet. Même si tout le monde ne fréquente pas cette place, elle a beaucoup d'habitués. Là, d'un coup, il y a carrément un changement, un grand changement d'ambiance. On a quitté la partie commerçante. Tiens, je vais te présenter quelqu'un qui habite ce quartier. On partage la même passion. Voilà. Salah. Salah. Salam. Tu peux montrer tes pigeons à la demoiselle? Elle est la bienvenue. Qu'elle monte. Je te laisse découvrir tout ça. Moi, il faut que je retourne à ma boutique. C'est très sympa. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Bonjour. 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 Ça va? Je peux monter? Ah. Ça tient, hein? Oula. Hop là. Alors, c'est quand même intriguant, votre histoire de pigeons. Vous élevez des pigeons ici sur les terrasses? Oui, on élève des pigeons voyageurs et on les entraîne pour faire des courses. On se met sur les terrasses parce que c'est plus facile pour eux de s'envoler et de revenir. Il y a 3 types de courses. Le fond, le demi-fond et le sprint. Et alors, par exemple, celui-ci, il fait quoi, lui? Lui, il fait des courses de fond. On peut le voir à ses ailes. Si tu regardes bien, ses 4 dernières plumes sont plus grandes que les autres. Ah oui, c'est plus long. Et les plumes sont plus espacées. En vol, il a moins d'efforts à fournir pour avancer. En fait, vous devez avoir plein de champions, alors, là-dedans. Oui. Tu peux aller en chercher un. Elle s'est classée 4e sur une course de 450 km et première sur 750. Donc c'est un petit trésor que d'avoir des champions comme ça. Plus un pigeon gagne de course, plus sa valeur augmente sur le marché. Pour un pigeon comme celui-là, les enchères démarrent à 500 €. 500 € pour un pigeon. Donc le trésor, il est tout là-dedans. Vas-y, ouvre. Là, ça a l'air parti pour l'entraînement. Ils vont tous sortir? Oui. Oh, mais... Ils ont l'air motivés, hein? Ils avaient envie de sortir, je crois. Ils ont été enfermés toute la journée. Ils ont envie de sortir. Oh, c'est beau, ça. Là, c'est une sacrée escadrille, là. Ils sont combien, ceux-là? Oh, ah, c'est beau, quand même. Mais il y en a combien, là? Il y en a... Oh, c'est magique. Et ils vont aller très très loin, là? Non, ils vont rester autour du pigeonnier. C'est un petit entraînement quotidien. On les sort 1 heure chaque jour. Ça me permet de surveiller l'état physique et psychique de chaque pigeon. Et je m'assure aussi du bon déroulement des entraînements. Car chaque lâcher de pigeon est un entraînement. Et il y en a d'autres là-bas. Tu les vois? Ah oui, il y en a vraiment, vraiment partout. On ne s'imagine pas ça quand on est dans la Ménina, en ville, qu'il y ait autant de colombophiles sur les toits. Hein. Ici, à Taroudan, il y a 70 adhérents dans notre association de colombophiles. La colombophilie est le 2e sport national après le football.
L'entraînement reste léger pour aujourd'hui. Demain, au lever du jour, les pigeons vont disputer une course très importante. C'est le coup d'envoi de la saison. Ah oui, c'est lourd quand même. Ça y est, c'est le grand jour et les pigeons sont prêts à partir pour leur première course. Là, nous venons de faire une trentaine de kilomètres depuis Taroudan. Et les petits athlètes vont pas tarder à partir en direction du nord, justement. Ce sera à qui rejoindra le premier les toits de la ville. Là, ça roucoule. Ils ont l'air impatients de partir. Hein. Là, ils font pas mal de bruit. Pourquoi ils font du bruit comme ça? En battant des ailes, les pigeons cherchent à s'orienter, à repérer leur position. Quand c'est le calme absolu dans les cages, ça y est, ils savent où ils sont. Donc là, ça veut dire que quand ils font ce bruit-là et qu'ils bougent comme ça dans la cage, qu'ils tournent en rond, c'est qu'ils sont en train de s'orienter. C'est marrant, ça. C'est un instinct naturel chez les pigeons, que l'on entretient grâce aux entraînements et aux courses. C'est bon, ils prennent la bonne direction. Waouh. Ah oui, ça c'est un vrai tourbillon d'ailes. En fait, ils partent groupés. Oui. Au début de la course, ils restent groupés. Mais dans les 3 derniers kilomètres, au moment du finish, ils partent chacun de leur côté. Alors, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui les motive à arriver plus ou moins vite, ces pigeons? Avant la course, j'enferme le couple dans une cage. Je les laisse seuls pour profiter un peu, puis je les sépare au bout de 5 à 10 minutes. Je laisse donc la femelle dans le pigeonnier et j'emmène le mâle. Et comme ça, quand je le lâche, il va voler vite, car il a envie de rentrer pour retrouver sa femelle qui l'attend. D'accord, donc il court pour retrouver sa belle. C'est malin, mais c'est un peu cruel quand même. Hein. Sur les toits de la ville, on guette le retour des athlètes. Chaque pigeon a été bagué pour la course et c'est ce code qu'il faut vite envoyer par texto pour valider l'heure d'arrivée. Au même moment, au quartier général du comité organisateur, donc là, ça y est, il a reçu tous les codes, hein. Tous les pigeons sont rentrés? Oui, ils sont tous bien rentrés. Là, on récupère les temps qu'ils ont réalisés. Et alors, pour vos pigeons, ça donne quoi, le classement? Et Oussama, à quelle heure sont arrivés mes pigeons? À 11h35. Et c'est quoi mon classement? 6e. Ah, 6e. 6e. Même si je ne suis pas premier, c'est un bon résultat pour un début de saison. Ça va. Vu ton sourire, en tout cas, ça doit être un bon classement, 6e alors, en début de saison. Je suis content du résultat, mais surtout heureux qu'aucun pigeon ne manque à l'appel. Alors ici, au Maroc, il y a ceux qui regardent le ciel en guettant le retour de leurs pigeons. Et puis il y a Asna, qui attend que du ciel tombe un grand trésor qui vient de très très loin. Si vous vous promenez du côté d'Agoudal, sur les contreforts de l'Atlas, vous les rencontrerez, à coup sûr.
Asna, géochimiste, son mari Mohamed, géologue, et leur drôle de machine. Leur terrain de jeu, cette montagne au paysage lunaire percutée il y a 100 000 ans par une météorite géante. Vas-y, on trace comme ça. Je me mets par là. Il traque inlassablement un morceau de ciel dans cet univers rocailleux. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, échantillon, boîte de sardines. Qu'est-ce que tu paries? Hein? Qu'est-ce que tu paries? Moi, je dirais boîte de sardines. Ah, voilà, bon, c'est un fil de fer, voilà. Hein. Découvrir des morceaux d'étoiles, ça demande de la patience. Asna le sait mieux que quiconque, c'est la plus grande spécialiste des météorites au Maroc. C'est grâce à ses travaux scientifiques sur une pierre venue de la planète Mars qu'Asna est devenue une célébrité dans le monde entier. Ce caillou exceptionnel, elle le cache toujours dans ses affaires, pour lui porter chance dans sa quête de trésors. Préparez-vous. Ce que vous allez voir est rarissime et très très intéressant sur le plan scientifique. Un petit morceau de la météorite martienne Tissint, une météorite qui est tombée dans le sud du Maroc en juillet 2011. Bon, c'est une roche qui a une place particulière dans mon cœur. De prouver que Mars était couvert de fluide, c'est quand même quelque chose qui est source de fierté et de beaucoup de bonheur. L'or extraterrestre, c'est tellement beau. Donc comment on peut ne pas être ému avec ça? Si les météorites procurent autant d'émotions, c'est qu'elles renferment, d'après Asna, des secrets inestimables sur l'univers et sur notre système solaire. Alors, pour aller chercher ces petits cailloux remplis de mystères, Asna n'a aucune limite. Elle est prête, avec Mohamed, à parcourir durant des jours des milliers de kilomètres au cœur des grands espaces du sud-est marocain. Nous sommes l'un des pays les plus riches au monde en termes de trouvailles de météorites. Et depuis les 15 dernières années, nous avons, en plus des trouvailles, un grand nombre de chutes observées. Des déserts aux oasis, dans leur chasse aux météorites, il existe une étape incontournable qu'Asna et Mohamed ne manqueraient pour rien au monde. Écrasés par la chaleur, balayés par le sable, bienvenue à Erfoud. Connue pour ses fossiles, la ville est devenue il y a 20 ans la capitale africaine des météorites. Le lieu prisé des riches collectionneurs du monde entier qui négocient à prix d'or des roches tombées du ciel. Lorsqu'ils achètent des pierres ici, Asna et Mohamed retrouvent toujours Yahya, un ami de longue date. Aujourd'hui, il tient à leur faire rencontrer un vendeur de pierres qui accueille toujours ses clients dans son salon avec une énorme surprise. Ça, c'est un beau caillou, ça. Ah! T'as vu ça? Non, mais je vais me faire mal au dos. Tiens. Une météorite Magnifique. de 20 kilos. Ça, c'est une pièce de musée. Facilement 20. Un peu plus. Derrière ce regard discret se cache un redoutable vendeur. Amidouche est un ancien berger qui a fait fortune dans le commerce des météorites. Sur la table, voici son trésor. Une véritable collection de joyaux extraterrestres qu'il vendra 30 000 € au plus offrant. Là, si tu veux pour toi, j'ai des morceaux de la Lune dans ce sac.
Alors, c'est difficile à imaginer, mais c'est un petit bout de la Lune que j'ai dans les mains. En fait, on vend des pierres depuis 1996. On a commencé à comprendre la valeur des météorites qu'à partir de 2007 ou 2008. Avant, on vendait tout en gros. À l'époque, on a vraiment raté de bonnes affaires. On n'y connaissait rien. Cette pierre venue de la Lune est à vendre 3 500 €. Asna aimerait bien se l'offrir pour l'étudier, mais son budget est serré. C'est avec ses fonds personnels qu'elle finance ses voyages et ses achats de météorites. Prends-la, elle est faite pour toi. Mais tu vas en faire quoi alors? بغات تشدو عندها اش كندير انا كندير البحث راك عارف اش كندير هذه استاذه كيف غيمشي يمشي للجامعه انا اثمينه بزاف عليا ما يمكنليش الله يرحم الوالدين ما يمكنليش سمحوا لي الحاصل يلا Que Dieu vous garde. Vous serez toujours les bienvenus. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعطيك صحتك. Depuis longtemps, Asna caresse le rêve d'ouvrir un musée national de la météorite. Mais face au prix du marché et au maigre budget alloué par son université, elle ne peut compter que sur elle-même. Mais aussi sur l'appui sans limite de son mari Mohamed et de ses étudiants. Ok. Bon, tout le monde a de l'écran total. Vous avez de la crème solaire, casquette, tout ce qu'il faut. Allez. On y va? On y va. Let's go. Ellie, tu marches trop vite. Ellie, tu marches trop vite. Les météorites qu'Asna recherche ici contiennent peu de fer. Inutile d'utiliser des détecteurs de métaux. La meilleure technique, former une chaîne humaine, avancer à pas feutrés et scanner avec ses yeux le sol dans ses moindres détails. Oui. T'as trouvé quelque chose? Tu me fais venir depuis là-bas pour me dire que c'est pas une météorite? Pouvoir discuter et plus voilà. Ah oui. C'est une jolie pièce ça. Oh, c'est pas sûr non. Mais à regarder de plus près, c'est pas ça. Qui c'est qui a trouvé ça? Moi. Bon ben la prochaine fois je te fais payer le déplacement. Hein. Moi je suis pas spécialiste. Moi je suis dans la nature, c'est déjà pas mal. Ah ouais, ça ressemble, mais non. Oui, mais non. Ah oui, oui, non. Calcaire. Tu vois, ça a une couleur plutôt grise. Et tu jettes. Enfin, à moins que tu aies envie d'avoir des kilos de cailloux dans tes poches. Ah oui, mais non. C'est compliqué de trouver les météorites, même s'il y en a beaucoup qui sont ramassés au Maroc. Mais ça demande beaucoup de travail en fait. Il peut se passer des jours et des jours sans rien trouver. Donc voilà. Pierre après pierre, sous un soleil de plomb, de doute en désillusion. Asna et son équipe vont ainsi passer toute une journée à errer vers l'inconnu. Et enfin, à quelques instants du renoncement, le désert finit par offrir un petit cadeau. Ah. Un joli morceau de croûte là.
C'est vrai? Ouais. Tu vois? Waouh! Tu l'as trouvé? Hasna. Ah, bien sûr. Voilà, la belle trouvaille. En plus, c'est pas une chondrite ordinaire, c'est une crite, donc bon, c'est bien. Une fois de plus, l'acharnement d'Asna a payé. C'était là. Elle aura dégoté un joli morceau d'astéroïde. Mais ça ne lui suffit pas. Alors, elle laisse ses étudiants ici. Et elle reprend sa route vers l'est, avec une dernière idée en tête, celle d'aller rencontrer les nomades qui ont la réputation d'être les meilleurs chasseurs de pierres du désert. Mais pour l'heure, il va falloir bivouaquer et passer la nuit ici, au milieu des dunes. En gardant toujours un œil sur les étoiles et sur les planètes. C'est Jupiter, ça. Ça, c'est Jupiter, voilà. Et Mars. C'est fantastique de se lever comme ça, de même pas avoir besoin de lever les yeux au ciel, hein. C'est juste autour comme ça, en tournant la tête tout autour de soi. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes en travaillant sur les météorites. D'abord par rapport à la formation de l'univers, de la vie sur Terre, des extinctions massives d'espèces, par exemple les dinosaures, mais il y a encore tellement à savoir. Et justement, on a encore beaucoup à apprendre en travaillant sur les roches extraterrestres. Il y avait une étoile filante là-bas, Ah je ouais? te jure. Alors, Il y avait une là-bas, comme ça. À la recherche des nomades, Asna et Mohamed quittent les dunes pour retrouver les plaines arides. Quelque part, dans cette immensité se cachent les meilleurs chasseurs de météorites du Maroc. Des familles de bergers qui collectent chaque jour des joyaux extraterrestres dont les prix sont les moins chers du marché. Des kilomètres de pistes qui défilent au compteur, pas âme qui vive. Et puis, soudain, des dromadaires, comme un signe de vie au milieu du désert. Abandonnés dans cette étendue, une tente en toile et quelques cabanes de paille. C'est ici que vivent les nomades. Salam alaikum. Bekher, صحتك لاباس كل شيء بخير بسم الله. Voici Mohamed. Il vit ici avec sa famille et se déplace au gré des saisons avec ses troupeaux. À force de parcourir des milliers de kilomètres d'espace vierge, Mohamed est devenu un chasseur de météorites hors pair. Ça, c'est des jolis cailloux. هادو البيع باغي تبيعهم. Donc on voit bien la croûte qui couvre cette météorite qui s'est formée quand elle est rentrée dans l'atmosphère et c'est ce qui s'appelle la croûte de fusion. Donc c'est une pièce qui est intéressante. Et puis j'aime beaucoup la petite là. Ça c'est un petit peu le coup de cœur, oui. Sous les yeux d'Asna, de sublimes météorites, de véritables pièces de musée. Pas le choix. Il faut les acheter. Sinon, les pierres partiront sur le marché étranger. Allez, donnez-moi 350 €. 70,000 فلاش. Pour l'ensemble. 30 بزاف. بزاف. شوية بزاف. Vous savez, ça prend beaucoup de temps de les trouver, ces pierres. C'est difficile. Et on n'est jamais sûr d'en ramasser. Arrête, t'as juste à surveiller tes bêtes et puis à ramasser des pierres sur ton chemin. Non, non, je cherche tout le temps des pierres, même quand je n'ai pas mes bêtes. Allez, tu plaisantes. Non, je te promets. Bon, allez, tu arranges un peu ton prix, hein, et puis tu nous vends tout. Asna va ainsi passer 3 heures sous la tente, à négocier le lot de météorites. D'accord, donne-moi 300 €.
Non, on te propose 200 €. Allez, c'est un bon prix. D'accord. À peu près. Ça fait Oui, nous le sommes, c'est parfait. Et grâce à Dieu, nous sommes tous gagnants. C'est une aventure de venir dans des zones aussi reculées, mais ça le mérite largement parce qu'on fait de belles découvertes de cailloux, mais en même temps de belles découvertes humaines et des contacts humains qui n'ont pas de prix. Ya bismillah. Bismillah. Allah ya'ashikum. La grande chasse d'Asna s'achève ici. Elle reviendra sûrement dans quelques mois en quête de cailloux extraterrestres. Des trésors qui alimenteront ses recherches et sa collection. Une collection avec laquelle elle finira un jour par ouvrir, c'est sûr, son grand musée des pierres tombées du ciel. Le soleil vient tout juste de se lever. Et je trouve qu'avec cette lumière, ça fait vraiment paysage de western. On imagine qu'il n'y a rien ni personne à l'horizon sur des kilomètres et des kilomètres. Et pourtant, parfois, il y a comme un petit miracle. Regardez là. C'est là qu'on cultive l'épice la plus chère au monde. Il y a Ahmed et sa famille qui m'attendent. On va aller voir ça de près. La région du Sirois, c'est le berceau historique de la culture du safran. La cueillette ne dure que 2 à 3 semaines par an et tout se joue aux aurores. Salam. Salam. Bonjour. Bonjour. Allez, viens nous aider. Zafran. Et moi, c'est la première fois que je vois une fleur de safran. C'est très très joli, hein. c'est très joli. Tu vois, le pistil qui est dans la fleur est protégé pendant 3 jours tant que la fleur n'est pas ouverte. Faut se mettre dans le rythme, hein, Ahmed, pour te suivre. On n'a pas le choix. Il faut faire vite avant que la chaleur arrive. Dès que la fleur s'ouvre, le soleil abîme rapidement les pistils. Moi, j'en cueille un, toi, t'en cueilles 10 en même temps. Normal, c'est mon métier. Pourquoi tu as laissé ces fleurs? Ah, j'en ai laissé derrière. Hop. J'en ai oublié 2 ou 3. C'était juste 2 ou 3. Ça va. Les fleurs qu'on cueille pas sont perdues. Ils sont précieux. Ahmed a raison. Sur le marché marocain, le safran vaut de l'or. Près de 10 000 € le kilo. Et ça fait longtemps qu'on cultive du safran dans la région? J'ai été un des tout premiers. Tu t'es dit, je vais cultiver ici, au milieu de ce paysage. Parce que où est-ce qu'il va puiser l'eau, le safran? J'ai fait creuser un puits pour amener l'eau et irriguer les champs de safran. Le safran se cueille en octobre. Et seulement pendant 2 semaines. 2 semaines uniquement? D'accord, alors les autres jours, tu peux dormir un petit peu plus longtemps le matin. Non. On travaille toute l'année. Il faut irriguer, mettre du fumier. Qu'est-ce que tu faisais avant, Ahmed? Quand j'étais jeune, j'étais berger. Mais quand je me suis marié, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans la culture du safran. Donc c'est pour toi, Adidja, qu'il a commencé à cultiver le safran, Ahmed? Oui, c'est moi qui lui ai demandé de cultiver le safran, parce qu'on a une famille à nourrir. La quasi-totalité du safran marocain est produite sur ce terroir. Pour Ahmed et sa famille, cette année, la récolte a été plutôt bonne. Ils ont cueilli près de 250 000 fleurs, soit 1,5 kg de safran. C'est un butin précieux qu'il faut vite ramener à la maison pour le mettre à l'abri. On va vider les sacs et séparer les pistils des fleurs.
Sur le tapis. D'accord, c'est le tapis du safran. Comme ça, là, tout? Ah oui. C'est du bon. Ça, c'est du safran de Ahmed. Montre. Ah oui. Là, pour le coup, c'est très, très coloré. En fait, le mot safran, anciennement, il signifiait justement la couleur jaune. Et il paraît même que Cléopâtre, elle mettait une tasse de safran dans ses bains pour pouvoir tanner sa peau, dorer sa peau. C'était une sorte d'autobronzant naturel. Elle faisait ça en général avant de recevoir ses amants. Mais bon. Aujourd'hui, le safran est bien plus précieux. Hein. Ça sent très, très, très bon. Mais alors, avec toute cette récolte, combien de temps tu peux vivre? Quand la récolte est bonne, j'ai de quoi faire vivre ma famille toute l'année. Dans le safran, le vrai trésor, c'est pas tellement la fleur, qui pourtant elle est très jolie, une jolie couleur, mais ce sont ces 3 petites branches rouges à l'intérieur. 3 petites branches là, ces stigmates. C'est tout ce qu'on garde du safran, ces toutes petites branches, si précieuses. Il faut combien de fleurs, Ahmed, pour obtenir 1 gramme de safran? Environ 150 fleurs. 150? Ah oui, c'est un vrai trésor. C'est un travail d'orfèvre quand même de les enlever. C'est un travail de patience. Je vais vous montrer. Et ça représente quoi? Regardez. Ça, c'est 1 gramme. Oui. 150 fleurs pour ça. Oui. C'est un travail de fou. Ah. C'est très parfumé. On vend plus des 3/4 de notre récolte et le reste, on le garde pour la cuisine. On le met dans le thé, le tagine, le couscous. Ça se garde longtemps, le safran? Il faut le mettre dans des boîtes. Comme ça, il peut se conserver environ 10 ans. Mais alors en France, ça, c'est très cher. Ça coûte 30 000 € le kilo. Ici, il coûte entre 10 000 et 12 000 € le kilo. Ah oui, c'est la clé du trésor. Ça, c'est un safran de qualité. Je l'enferme dans le coffre et je garde toujours la clé sur moi. Je dors à côté du coffre parce que le safran est trop précieux. Comme ça, vous êtes tranquille. Oui, voilà, exactement. Tiens, voilà le safran qu'on va mettre dans la cuisine. Celui-là, il est tout sec. Tu vois, juste ça. Et tu mets que ça pour tout ce grand couscous? Oui, c'est tout. Et comment tu sais qu'il est de bonne qualité? Si tu l'étales comme ça et qu'il donne cette couleur, c'est qu'il est de bonne qualité. Donc si je vais au marché, je dois faire ça. Ah ben je ferai ça, la prochaine fois j'irai acheter du safran. Grâce au safran, des dizaines de familles ont pu rester vivre dans la région. Un peu plus au sud, un autre village n'a pas cette chance. C'est l'oasis de Mramid El Rislan. Elle est en sursis, asphyxiée par les sables du Sahara. Pourtant, ces dunes arides sont le terreau d'une renaissance inattendue. Chaque année, au mois d'octobre, un grand rassemblement redonne vie au désert. Pendant 3 jours, chameliers, artistes et musiciens se retrouvent dans les dunes de Mramid. Ils célèbrent la culture nomade, la partagent avec des visiteurs venus du monde entier. C'est le Grand Moussem, la fête ancestrale des caravaniers du Sahel. 3 jours de musique, de retrouvailles, mais aussi de lutte contre l'avancée du désert, dans une ville éphémère, dressée à même le sable.
2 jours avant la fête, rien n'est prêt. Il faut encore monter les tentes ou amener l'électricité. À la manœuvre, Ibrahim Zbaï, un enfant du pays. Le gardien des traditions nomades. Depuis 8 ans, Ibrahim soulève des montagnes pour organiser le grand Moussem de Mramid. C'est magique aussi de voir aussi au milieu de nulle part, créer une petite ville et puis rassembler beaucoup de gens. Et bah, quelques jours plus tard, il n'y a plus rien. Bon, il y a toujours des gens qui restent, mais voilà, c'est comme une petite ville éphémère. Un travail colossal qu'il accomplit avec son frère aîné, Halim, le monsieur environnement de la famille. Car le Moussem des 2 frères est aussi un cri d'alarme. À Mramid, l'équilibre écologique est menacé. L'oasis verdoyante de leur enfance se meurt, peu à peu. Les gens ils cultivaient ici les pastèques, les melons, tous les légumes comme les aubergines, les bongos, les poivrons et tout ça ici. Le désert gagne du terrain. Le sable, notamment, donc c'est tout ce que vous voyez ici maintenant. Avant, c'est cultivé par les gens. Il y a 20 ans, l'oasis comptait encore 15 000 habitants. Il n'y en a plus que 7 000 aujourd'hui. Quand les arbres disparaissent, l'homme aussi n'a plus de place. Parce qu'il n'a plus rien à faire. Est-ce qu'il n'y a pas une solution à donner vie à cette oasis? Et c'est ça vraiment l'idée. Sinon, on quitte l'oasis. Qui va rester ici? Si on veut attaquer la désertification, je pense que le front, il faut le faire ici. Nous, on est les gardiens de toute cette oasis, pour dire, et pour la bien garder, il faut créer un événement. Ancien point de rencontre des caravaniers, la région de Mramid était le carrefour des nomades du Sahara. La zone de convergence des chameliers d'Algérie, de Mauritanie ou du Mali. Mais depuis la fermeture de la frontière avec l'Algérie, l'oasis étouffe. Ici, l'espoir s'est tari. Le Moussem, c'est l'idée des 2 frères pour relancer l'économie de Mramid. Halim et Ibrahim ont associé la population de la ville à leur projet, notamment des femmes qui renouent avec l'artisanat traditionnel nomade. Dans les cours des maisons, des tisserandes confectionnent des tapis bouchérouites. Des œuvres uniques, créées à partir de tissus récupérés. On ne jette rien dans le désert. En fait, c'est la règle chez les nomades. Tout est vraiment tout est recyclé. L'inspiration de Boucharouat et tout ça, ça vient vraiment que tous les habits usés que les gens ne servent plus, ils l'utilisent, on le transforme en tapis. Demain, chacun de ces précieux tapis sera exposé et vendu plusieurs centaines d'euros lors du Moussem. Une source de revenus qui a changé le quotidien de ces femmes. Je n'ai jamais trouvé d'emploi après la fin de mes études. Ce projet m'a donné l'occasion de travailler. Maintenant, j'ai un salaire chaque mois. Les femmes ici ont souvent des revenus très modestes. Les tapis permettent de gagner un peu d'argent. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet d'élever nos enfants dignement. C'est une vraie chance pour nous. Pendant ce temps-là, aux portes de la ville, le camp du Moussem prend vie. On fait la première? Il offre ses premières notes. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour rencontrer leurs frères Touareg et entamer un dialogue musical. Akawi et ses musiciens sont eux aussi des nomades, descendants des tribus du Grand Nord canadien. On n'a pas trouvé une fin pour cette chanson-là. La finale. La finale. On va la finir avec la flûte. Oui. Flûte. Oui.
La magie du Moussem. L'espace d'un après-midi, deux continents se rapprochent et ne semblent faire plus qu'un. Yes. Comme ça? Finir comme ça? Comme ça là. Ouais, hein? C'est mieux ça. Oui. C'est ça le vrai défi. Pas avoir un verre d'eau et de l'huile. On voit l'eau et l'huile ensemble, qu'on voit plus la différence. Même culture en fait, c'est ça. Des brassages comme c'était l'avant des caravanes, des voyages, enfin, la culture aussi, le voyage, la musique, la poésie, donc la culture en général. Donc ça permet aussi qu'à travers la musique, c'est un langage universel et puis que les gens se retrouvent. Maliens, Mauritaniens, Algériens. De tout le Sahel, des caravanes de musiciens se retrouvent. Ils se produiront ce soir devant des visiteurs venus du monde entier. Comme chaque année, les chameliers aussi sont de la fête. C'est la coutume. Les hommes et leurs montures paradent au son de musique traditionnelle. Ils se défient lors d'une cavalcade qui ouvre le Moussem. Ça y est, le Moussem est lancé comme une première victoire sur le désert. De l'autre côté du camp, Ibrahim accueille une invitée de marque. Wanda et Bli arrivent tout droit des Pays-Bas. Avec sa collection de plantes, elle vient prêter main forte aux frères Sbaï dans leur lutte contre l'avancée du désert. Il y a 5 ans, Wanda a créé la fondation Sahara Roots. Depuis, elle est de tous les Moussem. On veut aider les gens de Mhamid à combattre l'avancée du sable qui menace leur village. Les visiteurs, les touristes et les habitants, on doit tous travailler ensemble. On doit tous trouver des solutions. Tout seuls, ils n'y arriveront pas. Dans les carrioles, des plantes et surtout la Waterbox, un dispositif innovant que Wanda a testé à Mramid avec l'aide d'Alim Sbaï, le défenseur de l'environnement en Moussem. Ce réservoir stocke l'eau, alimente et protège les jeunes pousses pendant plusieurs semaines. Un véritable succès. Grâce à la Waterbox, la végétation se développe à nouveau, même sur les parcelles les plus arides. L'homme qui accompagne cette renaissance, c'est Habib, un paysan qui prend soin des plantations tout au long de l'année. Je suis vraiment heureux. Tout ceci est une bénédiction. Planter un arbre, c'est une bonne action, car c'est le seul avenir possible ici. Ces efforts pour faire renaître l'oasis vont profiter aux habitants et à la région. Cela permet à beaucoup de gens pauvres comme moi de reprendre espoir. Comme à chaque Moussem, la musique accompagne les jeunes pousses. Une bénédiction, un espoir pour les fragiles tamaris, palmiers et acacias, les 200 arbres plantés par Wanda et les villageois depuis 8 ans. C'est formidable de voir que les gens du village se sont si bien occupés des plantations de l'année dernière. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de voir à quel point ils sont impliqués et curieux de découvrir cette nouvelle technique et toutes les possibilités qu'elle offre. On a vécu un été très chaud, avec beaucoup de manque d'eau. Même les villageois, ils ont du mal à trouver l'eau à boire. Et là, les plantes, elles ont survécu. Donc c'est une très bonne chose et c'est un très bon résultat. Et j'espère que cet exemple, on peut le généraliser partout dans l'oasis de Mhamid.
Le Moussem, c'est la vie qui s'invite en plein désert. Au camp, les musiciens font résonner les rythmes nomades pour des visiteurs de plus en plus nombreux. Une star est à l'affiche du grand concert ce soir. La voix du désert, la grande diva marocaine. Son destin est étroitement lié à Mramid. C'est grâce à ce clip tourné en 2012 et vu par près de 5 millions de personnes que sa musique et le Moussem sont devenus célèbres au-delà des frontières marocaines. Chaque année, elle vient y retrouver ses amis, mais aussi ses racines. Je porte le nom aussi dans mon patronyme. Moi, je m'appelle Ben Sahraoui, qui veut dire le fils ou la fille du Saharien. Et j'étais venue ici tout à fait par hasard avec un ami photographe. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Halima et Ibrahim Sbahi, qui m'ont parlé de leur festival. Et voilà, il y a une magie qui opère à chaque fois dans ce désert ou à partir de ce désert, pour des histoires qui démarrent et qui se passent ailleurs et qui finissent ailleurs. Mais ouais, c'est bien ici. Zarabi, tapis en arabe, ou le titre de son dernier album. Un disque dédié aux tisserandes de Mramid, des femmes dont elle est devenue l'ambassadrice. Quand l'activité des tapis a commencé, ça a tout de suite été un succès. D'année en année, ça se développe. Maintenant, il y a 57 femmes qui travaillent dessus. La rencontre avec a mis notre travail en lumière. Elle nous a permis de faire connaître notre savoir-faire au-delà des frontières du Maroc. Depuis, on a une vraie notoriété. Ça a boosté nos ventes. Grâce à ces chansons, on a chaque mois plus de demandes pour les tapis. J'ai voulu les faire présentes auprès de moi parce que aussi elles ont besoin de travailler. Dans ce genre de région, il n'y a pas assez de jobs pour tout le monde. Pour les hommes, c'est tenir des bivouacs, travailler un peu autour du tourisme, sortir les gens, leur faire des tours dans le désert. Et pour les femmes, donc, il y a encore moins de boulot. Donc si avec un tapis très beau qui va embellir un joli séjour à Paris ou à New York, elles vont passer une semaine, elles vont être 4 autour d'un métier, elles vont gagner un petit peu d'argent, elles vont se sentir libres. Porte-voix des femmes du désert, marraine du Moussem. Celle que tout le monde attend le soir venu pour le grand concert. Dans les dunes, la jeunesse s'est rassemblée et fête la venue de la diva marocaine. Comme à l'époque des caravanes, le désert redevient un lieu de rencontre pour un public venu de Mramid, mais aussi d'Europe ou d'Amérique du Nord. Sous les étoiles, la voix de résonne comme un espoir, celui de la renaissance de toute une région, portée par le grand Moussem des frères Sbahi. Marrakech, le point d'orgue de mon voyage. La ville a été fondée au XIe siècle au milieu d'une plaine aride. C'est pourtant la cité-jardin par excellence. Ce qui est bien ici, c'est que c'est une ville qui est extrêmement verte et des petits écrins de verdure comme ça un peu préservés. Il y en a des dizaines, voire même des centaines un peu partout. C'est parce que Marrakech, c'est une ancienne oasis.
C'est même la reine des oasis. Et son roi incontesté, c'est le palmier. Ici, il est partout. Vous allez voir, il décide même des règles de circulation. Là, par exemple, il y en a 5 qui sont en plein milieu de la route. On est obligé de zigzaguer entre les palmiers. C'est marrant, ça. Alors, s'il y en a un qui connaît cette histoire par cœur, c'est Aziz, puisqu'il est jardinier et c'est lui qui s'occupe d'une grande partie des palmiers de Marrakech. C'est lui qui en prend soin. Aziz, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a des palmiers en plein milieu de la rue? Pourquoi on ne les coupe pas, ces palmiers? C'est interdit de couper un palmier, même s'il appartient à la mairie. Les palmiers décorent la ville. Est-ce que c'est possible d'imaginer Marrakech sans palmiers? Les palmiers, ce sont un peu l'âme de Marrakech. Si on les enlève, il n'y a plus de ville. Marrakech, dans le passé, était le lieu de passage pour toutes les tribus. Chacune ramenait un produit de chez elle. Certaines ramenaient des fruits secs comme des pois chiches ou des dattes. La légende dit que les gens se débarrassaient des noyaux dans la rue, ce qui a donné naissance à tous les palmiers de Marrakech. Il a des palmiers dans sa boutique, quoi. Ah, ça, c'est excellent. Depuis l'Antiquité, le palmier dattier offre à l'homme de quoi manger, de quoi bâtir son toit, se vêtir et se défendre. Aujourd'hui, il existe même des antennes téléphoniques déguisées en palmier. Ce matin, Aziz a du travail. Direction les mythiques jardins de la Ménara. Il y a 400 palmiers à tailler. Vous êtes vraiment très très haut. Il mesure combien, ce palmier? Entre 15 et 20 mètres, je dirais. Et vous faites ça tranquille, pieds nus? Vous allez vous occuper duquel? Celui-ci? Oui, on va faire celui-là. C'est quoi toutes ces feuilles? Ça, c'est une spate. C'est à ça qu'on reconnaît que c'est un mâle. Le mâle ne produit pas de dattes. C'est seulement la femelle. Celui-ci, vous lui avez fait une coupe de cheveux très très courte, hein? Oui, comme c'est un mâle, je l'ai rasé de près. Pour les femelles, on laisse plus de palmes pour que les dattes reposent dessus. Alors c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a une femelle aux cheveux longs, toute bien coiffée. Ensuite un mâle qui est rasé de près. Et puis une autre femelle qui, elle, n'a pas dû se couper les cheveux depuis longtemps. Oh là 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 là, oh là. La tyrolienne palmier. C'est parti. Oh là, oh, celui-là il est énorme. Et alors Aziz, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Dans le palmier, tout est recyclable. On utilise les palmes pour allumer le feu. Et les dattes, on les mange. Ou alors on les donne aux moutons. D'accord, tout est réutilisable. Rien n'est perdu. Ça a un goût de miel. C'est bon, hein? Oui. Ça valait le coup de monter si haut. Avant de quitter Aziz, j'ai droit à une petite formation accélérée. Et ce n'est pas si facile. Il est solide. Moi, je trouve qu'on est très bien une fois qu'on est là-haut, comme un petit oiseau sur la branche, là. Oui, au pied de l'arbre, il fait chaud. Mais en hauteur, il fait plus frais. Non, c'est parce que c'est pas le bras le plus musclé, c'est pour ça.
Ouais, quand même. Alors à Marrakech, il y a 1 300 000 habitants et ça se ressent à chaque coin de rue, à chaque endroit de la ville, comme ici, le long des remparts. Ça grouille de vie. Et d'ailleurs, il y a des moments où on a juste envie de se poser et d'observer le balai incessant des scooters, les ânes qui transportent des marchandises ou même les tractations là dans le marché. On est au spectacle, à 360 degrés. Pour prendre la température de cette ville, il faut aller faire un tour dans la Médina. C'est la plus étendue de tout le Maghreb. 600 hectares de ruelles qui s'entrelacent, plus de 30 000 maisons. Un labyrinthe où le voyageur se perd depuis près de 1000 ans. Alors, la structure de la Médina, elle est vraiment à l'image de la société marocaine parce qu'on a d'un côté la vie publique, comme ici, là, dans cette rue commerçante, qui est très colorée, très bruyante. Et puis de l'autre, il y a la sphère privée, qui se déroule principalement dans les petites ruelles, comme ici, et qui, elle, est beaucoup plus discrète, beaucoup plus silencieuse. On change tout de suite d'ambiance. Et en fait, ces ruelles, ce sont souvent des impasses, des cul-de-sac, puisqu'elles ne desservent que les habitations. Alors, le grand jeu à Marrakech, c'est vraiment de s'aventurer dans les petites ruelles, de se perdre même. Ça fait vraiment partie de l'aventure. Surtout que parfois, on a de très très bonnes surprises. Pour ça, il faut pousser les portes, surtout qu'elles sont très jolies. Ça, c'est un riad. C'est une maison traditionnelle avec toutes les chambres qui donnent comme ça sur le patio central. Et des maisons comme ça, à Marrakech, il y en a plus d'1 millier. Une sorte de petits oasis dans la ville. On entend les petits oiseaux. Vu d'en haut, c'est presque plus beau. Waouh! En fait, quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi il y a autant de monde qui, en arrivant à Marrakech, a décidé de poser ses valises et ne plus jamais repartir. La douceur de vivre marrakchi séduit toujours. Dans la dernière décennie, près de 700 riads ont été restaurés et les Européens ont contribué à faire renaître la Médina. Lauro Milan est italien. Il est tombé sous le charme de la ville rouge il y a 20 ans et c'est grâce à lui que l'un des plus anciens jardins de Marrakech a retrouvé son faste d'antan. C'est incroyable quand on est à l'extérieur et qu'on voit ce haut mur, on n'imagine pas du tout qu'il peut y avoir un pareil jardin. Ce lieu s'appelle le Jardin secret, parce que les gens qui sillonnent la Médina ne s'attendent pas à trouver un endroit si particulier, si incroyable, si merveilleux. Marrakech, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits jardins comme ça disséminés dans la ville. Marrakech était connu comme étant la cité-jardin. À l'origine, il y avait plein de jardins de ce genre. Mais autrefois, créer un jardin, acheminer l'eau, l'irriguer, tout cela demandait un effort collectif considérable et un travail d'ingénierie hydraulique rare. Et ici, ils étaient maîtres en la matière. Et justement, l'eau pour tous ces jardins dans Marrakech, elle venait d'où ? Vers la fin du 19e, début du 20e siècle, l'eau arrivait encore par des conduits souterrains appelés Kettara. Et elle provenait essentiellement des montagnes de l'Atlas. Ce qui est très agréable aussi, c'est le son de l'eau. C'est pas un son qu'on entend beaucoup à Marrakech.
Non, c'est vrai. Mais pour moi, c'était important de recréer au mieux l'ambiance d'un riad traditionnel. Autrefois, le son de l'eau était très présent dans la ville. Et même plus récemment, des habitants du quartier m'ont raconté que quand ils étaient enfants, il y a 50 ou 60 ans, ils se servaient de ce bassin, comme d'une piscine. Alors, ce qui est bien dans la Médina, c'est que on peut se balader comme ça et flâner, même aux heures les plus chaudes de la journée, parce que les ruelles sont très étroites, les murs très hauts, et du coup le soleil n'est jamais direct. Ça préserve la fraîcheur de la ville. Là par exemple, il doit faire 30 degrés là-haut et au moins 10 de moins ici. En fait, on est très bien. Organiser une ville en plein désert, c'est d'abord la protéger du soleil et lutter contre la sécheresse. Jusqu'au début du XXe siècle, les maisons de la Médina n'avaient pas l'eau courante et la ville comptait 89 fontaines. L'historien Abdelatif Marou m'emmène découvrir la plus ancienne d'entre elles. On est dans un quartier très ancien, un des anciens quartiers de la Médina. Et cette fontaine-là est vraisemblablement de l'époque saadienne, donc du XVIe siècle. Il y a quelque chose qui est marqué là? Voilà, il y a une inscription en arabe, donc Shrb ou Chouf, qui veut dire donc bois et admire. Admire l'architecture. La beauté des lieux. Et la beauté des lieux. Ça a l'air d'être un vrai point important du quartier, cette fontaine. Et c'est une fontaine parmi les plus actives de la Médina de Marrakech. L'eau doit être présente dans tous les coins de la Médina. Et accessible. Et accessible à tout le monde. Bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. En maîtrisant l'eau, Marrakech s'est enrichi jusqu'à s'offrir de véritables joyaux, comme la médersa Ben Youssef, la plus grande école coranique de tout le Maghreb, une sorte de résidence universitaire à la mode islamique. Oh là là, c'est splendide. Il n'y a pas 1 centimètre carré qui ne soit pas décoré. D'ailleurs, on dit que les façades craignent, donc elles craignent le vide, et on craint la nudité. C'est assez étonnant parce que c'est très stylisé comme décoration. C'est très stylisé, c'est très étudié. Et ça a une symbolique, ça, le fait que ça soit toujours des décorations florales ou géométriques? C'est depuis l'Antiquité, c'est toujours la flore ou la géométrie. Il n'y a jamais de représentation humaine? Non. C'est jamais figuratif? Jamais figuratif, parce que le seul créateur est Dieu. Et quand on passe à la figuration, on devient un deuxième créateur après Dieu. Et ça, c'est interdit dans notre religion. C'est comme si on voulait se substituer à Dieu. À Dieu, et Dieu seul est le seul créateur. Quand tu rentres à la médersa, donc, tu as l'impression d'être dans un autre temps. Un temps qui renvoie à la gloire de notre passé. On sent qu'il y a un petit frémissement, effectivement, dans les ruelles. On voit beaucoup de personnes en tenue traditionnelle. Oui, justement. Donc, tout le monde, maintenant, est en train d'aller à la mosquée pour faire sa prière. Donc, tout s'arrête. Au moment où on entend l'appel à la prière, il faut qu'on arrête toutes nos activités et qu'on aille à la mosquée pour faire sa prière. Mais le monsieur, là, qu'est-ce qu'il fait avec le petit flacon? C'est un parfum. La question de mettre un parfum est aussi très louable dans notre religion, surtout quand on va à la mosquée. Donc quand tu vas à la mosquée, tu fais tes ablutions. Il faut prendre ses meilleurs habits et en même temps, il faut mettre du parfum. Comme ça, vous vous sentez bien et que vous êtes en bonne allure pour la prière. Voilà. Mais moi, je ne vais pas pouvoir rentrer. Non, vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit aux non-musulmans. Je vous laisse pour le moment. Je vais devoir aller entrer à la mosquée pour faire ma prière. Attends. Merci.
Pour finir ce voyage, impossible de ne pas venir faire un tour sur la place Jamaïfna. Ici d'ailleurs, on n'a même pas besoin de la nommer, tout le monde connaît, c'est la place. C'est le plus grand théâtre à ciel ouvert de tout le Maroc. Pour à peine quelques dirhams, on peut s'offrir un spectacle de musique berbère, manger une brochette de viande grillée ou écouter les récits d'un conteur. Et là, c'est vraiment l'heure magique. Le soleil est parti loin derrière les montagnes. L'ambiance commence à être électrique. Et d'ailleurs, c'est le genre d'endroit où, par moment, on se demande si on est encore bien dans la réalité ou si on est passé dans un autre univers, beaucoup plus imaginaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de rêver.